Tu penses vraiment qu'il faut le faire sans le masque? Tu penses que je devrais mieux l'enlever? D'accord. Et ça craint rien par rapport au... Non, ok, très bien. Tu sais que lorsqu'on a organisé les festivals des cinémas d'Asie au mois de janvier, il y avait des gens qui appelaient pour savoir si ça ne craignait rien de regarder un film asiatique, si on pouvait attraper le Covid par le fait de regarder un film asiatique. Bon, bah voilà, c'était une autre époque. On est prêt? On peut y aller? Bonjour et bienvenue à la conférence sur l'histoire du cinéma coréen du 21 septembre 2020. Malheureusement pas en direct live sur scène comme il était prévu de le faire. Par mesures sanitaires et dans le respect et la sécurité de toutes et de tous, nous avons décidé de dématérialiser cette conférence. Bon, on va perdre beaucoup en spontanéité. Je ne serai pas porté par le public en face de moi. L'image sera beaucoup plus figée. Vous verrez beaucoup ma tête telle que vous la voyez maintenant. Et surtout, nous allons manquer le temps d'échange, de discussion, de débat en fin de conférence, là où je donne toujours la parole au public. Je le regrette sincèrement, mais encore une fois, nous avons préféré jouer la carte de la sécurité et je remercie infiniment le Centre culturel coréen de maintenir quand même cette conférence sous cette forme-là. Et nous allons tout faire pour garder la dynamique, la culture et maintenir cette petite conférence. Et pour ce faire, nous allons vous convier à un voyage spatio-temporel en relevant la mission totalement impossible de balayer 125 ans d'histoire de la Corée, voire du cinéma coréen, en moins d'une soixantaine de minutes. Vous allez voir, encore une fois, je vais parler beaucoup. Nous allons mettre des petits intertitres avec les années pour vous donner des repères visuels et nous allons agrémenter le tout de quelques extraits de films pour vous permettre de souffler et voir autre chose que ma tête et à moi de prendre quelques gorgées d'eau car nous allons faire une prise directe pour être au plus près de ce qu'aurait été la conférence. Merci infiniment d'être avec nous et de regarder cette conférence. Lorsque l'on me demande s'il est facile d'avoir de la matière pour parler des films asiatiques, j'ai toujours le très grand bonheur de pouvoir dire que le continent asiatique est le premier producteur cinématographique au monde. Il inclut l'Inde avec 1200 films par an, la Chine avec près de 1000 films tournés par an, le Japon 600 films, l'Iran qui l'année dernière a réalisé plus de 500 films. À titre de comparaison, les États-Unis sont entre 400 et 500 films produits par an et la France entre 200 et 400. La Corée, et plus spécifiquement la Corée du Sud, se situe dans le top 15 des principaux producteurs cinématographiques au monde, avec une 130aine de films réalisés par an. 130aine, ça se dit ça? Bref, 136 en 2018, pour vous donner un ordre d'idée. Ce qu'il y a de plus spécifique par rapport au cinéma coréen, ce qu'il a véritablement le vent en poupe, non pas seulement en France, mais un peu partout dans le monde, qu'il est extrêmement populaire et surtout qu'il se base sur un véritable patrimoine culturel, cinématographique, ce dont seulement quelques pays asiatiques peuvent se targuer. C'est absolument passionnant et on va démarrer tout de suite. Si le cinéma mondial naît en 1895 avec la fameuse projection du film des Frères Lumière à Paris, eh bien en Corée, on va assister aux premières projections très rapidement par rapport à d'autres pays asiatiques. Les sources varient selon les premières projections, mais on les daterait entre 1897 et 1903, où la plupart des projections se passaient dans des baraquements assez sommaires, très souvent tenus par des Chinois, qui montraient les premiers films des frères Lumière et de leurs reporters envoyés un peu partout dans le monde. Plus concrètement par rapport à la Corée, les premiers métrages, surtout documentaires et images illustrant
des décors pour le cinéma sera tourné en 1919. Le premier long métrage sera tourné en 1922 ou 1923, là encore les sources varient. Et le premier long métrage parlant est daté de 1935. 160 films à se tourner entre 1922-23 et 1945. C'est pas mal du tout. Ça aurait pu être mieux. Car oui, comme souvent, l'histoire est intimement liée avec l'histoire du cinéma du pays. Il faut se rappeler que durant l'essor du cinéma, eh bien, la Corée était sous occupation japonaise. En très bref, l'occupation japonaise qui date de 1910 à 1945 et qui va évidemment de pair avec l'essor du cinéma en lui-même. L'occupation japonaise a autant contribué qu'à freiner le développement cinématographique. Si on peut voir quelques biens dans le fait d'avoir eu un développement du cinéma sous l'occupation japonaise, c'est que le Japon était parmi les principaux producteurs cinématographiques au monde, avec un véritable savoir-faire. Du coup, ils ont amené les outils nécessaires à la fabrication des films dès les années 10 et 20 en Corée. Ils vont développer des infrastructures, penser une économie cinématographique, transmettre leur savoir-faire et même former des générations de réalisateurs en les envoyant étudier au Japon pour apprendre tous les métiers du cinéma. Par rapport au mal que l'on pourrait voir, eh bien c'est tout le reste, évidemment. Ils vont imposer leur propre point de vue, ils vont appliquer une très forte motion de censure, ils vont davantage privilégier la diffusion de leurs propres films plutôt que encourager le développement du cinéma coréen. Et ils vont tendre vers un cinéma foncièrement propagandiste dans la deuxième moitié des années 30 et surtout durant la Seconde Guerre mondiale. Parmi des anecdotes un peu plus savoureuses durant cette période assez terrible, sachez qu'évidemment, on cherche toujours à contourner artistiquement un petit peu un joug qui peut s'imposer, notamment sur la culture. Et je retiendrai ainsi l'anecdote des Byeonsas, ces narrateurs qui intervenaient lors des débuts du cinéma, ceux qui lisaient les sous-titres ou les intertitres qui apparaissaient à l'écran pour les spectateurs illettrés, ou alors qui commentaient, voire racontaient l'histoire qui était en train de se passer à l'écran. Ces Byeonsas étaient très souvent beaucoup plus populaires encore que les acteurs. Ils avaient leur nom au-dessus des entrées des cinémas, sur les affiches placardées à l'extérieur, et il n'était pas rare qu'on pouvait voir et revoir un seul et même film et d'assister à une histoire totalement différente, car entre la première séance et les dernières séances, le jeu du narrateur évoluait, il enrichissait, étoffait toujours davantage ses récits et parfois divaguait. À la fin, certaines histoires qu'il racontait n'avaient plus rien à voir avec les histoires qui étaient racontées à l'écran. Évidemment, quand ils étaient assurés qu'il n'y avait pas de Japonais dans les salles ni de petits espions, eh bien, ils n'hésitaient pas à charger l'occupant japonais à faire des véritables histoires satiriques envers l'occupant qui étaient extrêmement populaires auprès du public. Une autre façon d'intervenir et de s'opposer un petit peu à cette occupation, eh bien, c'était dans le travail des réalisations, car aussi forte la censure et la supervision de l'occupant japonais, eh bien, certains réalisateurs arrivaient à exprimer leur vrai fond de pensée, à mettre de petites piques. Et c'est ainsi qu'on peut en trouver dans ce film de 1941, l'un des rares films à nous être parvenus, A Spring for Korean Peninsula, qui raconte en fait l'histoire d'un triangle amoureux sur fond d'industrie cinématographique. On va suivre le tournage d'un film dans le film et donc cette histoire d'amour qui va se dérouler.
Il y a peu de choses qui accentuent la domination japonaise durant le film, mais je retiendrai quand même cette dernière séquence, un véritable plaidoyer pour le bienfait de l'occupant japonais en Corée. C'est que notre héros principal va mériter le fait d'être formé au Japon et gagner un voyage aller-retour avec entraînement sur place. Lors de cette annonce, qui est une véritable fête, et c'est lui qui lui annonce la décision de l'envoyer au Japon, qui est extrêmement heureux, eh bien lui, il va afficher une mine pour le moins stoïque, voire une mine totalement déconfite, comme vous pouvez le voir dans cet extrait, et qui en dit évidemment très long sur le vrai fond de la pensée du réalisateur. À noter également que dans le film qui est tourné, eh bien, ce n'est pas moins que la pierre angulaire de la culture coréenne, la légende de Chunyang, qui est un véritable plébiscite qui est extrêmement populaire auprès de la population coréenne et qui n'a absolument pas été choisi au hasard. Et le réalisateur va parsemer ces extraits de ce tournage, très longs extraits d'ailleurs, par des petits relents extrêmement nationalistes, comme le fait de mettre le symbole de yin et le yang qui s'affiche sur le drapeau coréen. Une dernière petite anecdote par rapport à ce film, c'est qu'il y a deux femmes à se battre pour l'amour du héros principal. L'une qui est un peu plus méchante, on va dire, par rapport à l'autre, et fait extrêmement intéressant. La méchante ne s'exprime qu'en japonais et porte des vêtements modernes, alors que la gentille, qui va finir par remporter le cœur de notre héros, eh bien, ne s'exprime qu'en coréen et va toujours porter l'habit traditionnel coréen. Des films tournés notamment dans les années 40, il va rester très peu de choses. En fait, sur 185 films, seulement 5 nous sont parvenus jusqu'à nos jours. Durant les années de l'après-guerre, contrairement à d'autres pays dans le monde, eh bien, l'industrie cinématographique coréenne aura du mal à démarrer, voire à redémarrer. Évidemment, le pays est totalement exsangue après des décennies d'occupation japonaise. Il y a tout à repenser, notamment l'industrie. Énormément d'infrastructures ont été détruites. Et donc, c'est extrêmement timidement que le cinéma va se relancer. Mais cinéma, il y aura. Et notamment avec un film qui va être un énorme succès, qui s'appelle Hurrah for Freedom ou Viva Freedom. Hurrah, viva la liberté. C'est un film qui est pensé en hommage à tous les Coréens qui sont morts sous occupation japonaise, résistants ou d'autres. Un film extrêmement intéressant, tourné par un réalisateur qui avait tourné un premier film sous domination japonaise, expérience qu'il avait extrêmement mal vécue. Et il avait dit ne plus jamais faire de cinéma tant que les Japonais seraient au pays. Malheureusement, il sera obligé de tourner 3 autres films et 3 autres films foncièrement propagandistes. Autant vous dire qu'il avait la rage pour tourner le tout premier film de l'après-période de l'occupation japonaise et de proposer une intrigue, là encore, amoureuse, mais sur fond de combat d'un résistant qui va s'opposer à l'occupant japonais et qui va tenter d'arracher de leurs mains un copain résistant fait prisonnier. Un film plein d'action, extrêmement intelligent, malheureusement seulement disponible dans une version de 60 minutes de nos jours. Pourquoi il y a eu censure, mais pas du tout censure à l'époque de la sortie du film. Non, une censure qui aura lieu beaucoup plus tard, dans les années 70, sous le régime du général Park, lorsque le film aura droit à une ressortie. Sauf qu'entre-temps, entre le tournage du film et les années 70, eh bien, l'un des acteurs principaux dans la vraie vie aura passé la frontière entre la Corée du Sud et la Corée du Nord. Et du coup, la motion de censure sous le général Park était de couper quasi toutes les scènes qui concernaient cet acteur pour le faire oublier, en dépit de tout bon sens et de toute bonne incohérence du scénario.
Sí. Le film se laisse toujours suivre de nos jours, est un document extrêmement important par rapport aux rares films qui nous sont parvenus de cette époque et qui inclut quelques séquences magistrales, comme cet extrait où il y a deux résistants qui vont tomber sous les balles des Japonais et dans leur chute vont former le symbole du yin et du yang qui orne le drapeau coréen avec un peu d'imagination, je l'admets. Les années de l'après-guerre sont également marquées par une vraie tension socio-politique. La Corée est évidemment un véritable pion sur l'échiquier politique mondial. Les États-Unis vont se disputer la Corée avec l'Union soviétique et les Chinois de l'époque. C'est ce qui va provoquer la guerre de Corée et la séparation de la Corée du Sud avec la Corée du Nord. Une guerre entre 1950 et 1953 qui va faire 1 million de morts côté soldats, 2 millions de morts côté civils, 3 millions de déplacés. Évidemment, il est extrêmement difficile de relancer une industrie cinématographique sous ces conditions. Il y aura quand même 83 films qui vont être tournés entre 1945 et 1955. Mais là encore, seulement 5 de ces films sont parvenus jusqu'à nous. J'ai dit toujours après la pluie, le beau temps, et c'est ainsi que dès 1954, on va amorcer le premier âge d'or du cinéma coréen. Des 15 films produits en 1954, on va passer à 111 films produit en 1959 et un total de 2021 longs métrages tournés entre 1954 et 1970. Le pourquoi du comment? Eh bien, plusieurs facteurs. Après la guerre de Corée, eh bien, le pays va trouver son rythme et va pouvoir relancer son industrie cinématographique, proposer des divertissements et attirer des nombreuses foules dans les salles. C'est avant tout le mélodrame qui prime sur les grands écrans, mais le succès aidant, eh bien, on va assister à une véritable diversification des genres. Il y aura des comédies romantiques, des films pour enfants et des polars. Le trait commun entre tous ces films, c'est que ce sont quasi toutes des adaptations littéraires. Et j'aimerais faire un petit aparté avec la littérature, juste pour charger encore plus cette conférence autour de l'histoire du cinéma coréen, mais ça va aller extrêmement rapidement et il y a une véritable cause derrière cette explication. La littérature coréenne est véritablement née au cours du XIIIe siècle avec l'impression des premiers écrits à base de presse à caractère mobile, et ce 100 ans avant les fameuses imprimeries de Gutenberg en Occident. Joli lapsus. Dès le XVIIe et XVIIIe siècle, des explorateurs occidentaux qui arrivent en Corée vont faire état d'une véritable richesse tant en tant que quantité qu'en qualité d'écrits coréens. Ils vont être étonnés de tous les récits historiques, de tous les recueils de contes et légendes, de toutes les épopées, de tous les récits érotiques, de toutes les pièces de théâtre et des poèmes qui ont été déjà imprimés à l'époque. Et dans l'évolution absolument passionnante de la littérature coréenne, il y aura une très grande influence, un très grand bouleversement dans les années 1910 et 1920, justement avec l'arrivée du cinéma et des films étrangers qui vont profondément influencer toute une génération d'auteurs à l'époque avec des idées nouvelles, des histoires nouvelles, des nouvelles manières de raconter, de penser ces histoires et qui vont contribuer à faire naître un courant socialiste, on va dire. Les auteurs vont s'emparer d'une littérature étrangère pour raconter leur quotidien
sous domination japonaise. Alors attention, encore une fois, ils étaient sous forte censure, mais rien n'interdisait de raconter leur quotidien plus ou moins nuancé et des histoires foncièrement mélodramatiques. Dans l'après-guerre, la littérature sera un véritable exutoire par rapport aux années noires vécues par le passé. Et on va retrouver, là encore, tout un tas de romans assez modernes avec des héros sous forme d'orphelins de guerre, de veuves, de résistants à l'occupation japonaise. Bref, tout un tas de mélodrames qui vont être portés à l'écran. Car oui, le cinéma il prend vite. On a besoin des scénarios. Et pour gagner du temps et pour s'appuyer sur un matériau déjà existant, qui est connu du public, qui est extrêmement populaire, eh bien, on va puiser dans la littérature coréenne. Et c'est quelque chose qui est encore profondément intégré dans le cinéma coréen jusqu'à nos jours. Parmi les plus beaux exemples, il y a celui de A Coachman, un film tourné en 1961 et vraiment entre deux époques, un petit peu le cinéma des années 50, foncièrement mélodramatique, mais tourné déjà d'une manière un peu plus moderne, tel que sera le cinéma des années 60. A Coachman qui raconte le quotidien d'un monsieur qui loue son chariot tiré par des chevaux pour déplacer des personnes, assurer des déménagements, livrer des marchandises et qui aura de plus en plus de mal à s'adapter dans un monde de plus en plus moderne et qui entraîne notamment l'avènement des voitures, des automobiles dans les grandes villes coréennes. 아니, 춘삼이가 어떻게 된 거야, 이게? 어? 아니, 정신을 어디다 두고 말을 끌고 다니냔 말이야? Un scénario assez classique, mais qui va s'exporter et qui aura le mérite d'être le premier film coréen sélectionné dans un grand festival international, à savoir le Festival de Berlin, où il va remporter l'Ours d'argent en 1961. 일어나시죠. 가세요. Un cinéma en plein essor dans les années 60 qui va véritablement exploser, je vous le disais, plus de 2000 films tournés entre 1954 et 1970. En revanche, quantité ne signifie pas forcément qualité. Comment on est arrivé à une telle explosion? Eh bien là, encore une fois, il faut regarder l'histoire du pays avant de s'intéresser à l'histoire du cinéma coréen. Le début des années 60 voit l'arrivée au pouvoir du général Park suite à un coup d'État militaire et un pouvoir qu'il va occuper de 1963 à 1979. Entre autres, il va prendre beaucoup de mesures par rapport au cinéma. Déjà, il va appliquer une forte motion de censure qui, dès le départ, interdit le traitement de certaines thématiques, notamment religieuses, politiques, ou tout ce qui serait contestataire par rapport au pouvoir qu'il va mettre en place. Mais il va également faire adopter une loi, la loi 1 pour 3. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Eh bien, ça voulait dire que pour tout film étranger importé, il fallait produire 3 films coréens. Évidemment, cette loi a été pensée pour réduire l'influence étrangère et l'importation massive des films étrangers et contribuer à l'essor de l'industrie cinématographique coréenne. Ça va marcher dans un premier temps. Évidemment, les distributeurs qui sortaient des films étrangers avant voulaient continuer à sortir presque autant de films et vont donc tenter de maintenir ce rapport 1 à 3. Et puis, il y avait d'autres distributeurs qui ne pouvaient pas maintenir ces niveaux, donc il fallait produire pour continuer à sortir un certain nombre de films dans les salles. En revanche, dans les conséquences assez néfastes, eh bien, c'est la qualité qui va pâtir. Pour tenter d'arriver à un tel niveau de production, eh bien, on va tourner de plus en plus vite et avec de moins en moins de budget, parce qu'on était de moins en moins sûr de pouvoir recoper les investissements engagés.
La deuxième conséquence, c'était que les petits et les moyens distributeurs et producteurs cinématographiques, eh bien, eux, ils ne pouvaient pas du tout s'adapter, ils n'avaient pas l'argent nécessaire pour tourner autant de films, donc ils vont disparaître. Et en moins d'un an, on va tomber de 71 sociétés de production à seulement 16. Et puis la dernière conséquence, un peu plus officieuse, mais qui me tient à cœur, c'est qu'évidemment, avec moins de films étrangers importés, eh bien, on aura beaucoup moins d'influence de l'étranger, voire de renouvellement d'idées, comme on avait pu le voir avec l'impact qu'avaient eu les importations étrangères occidentaux sur l'évolution de la littérature coréenne. Eh bien, on va voir que dans les années 60 et 70, le renouvellement d'idées va singulièrement stagner. En 1971, le général Park manque de perdre sa propre réélection. Résultat, il va déclarer l'état d'urgence militaire dans tout le pays et davantage encore asseoir son pouvoir. Ce qui va se traduire dans l'industrie cinématographique par une plus grande mainmise, un plus grand contrôle. Concrètement, il va ordonner la création en 1973 d'une institution, la Korean Motion Picture, officiellement pour promouvoir le cinéma, essayer de le relancer, officieusement évidemment pour appliquer une plus forte censure et davantage contrôler sociétés de production et réalisateurs. Si jusqu'en 1971, il y avait encore des réalisateurs qui arrivaient parfois à contourner un petit peu la censure et à exprimer leur vrai fond de pensée, eh bien, après 1973, c'est déjà beaucoup plus difficile parce qu'il risque au mieux l'interdiction de continuer à tourner, au pire une sanction de prison. C'est le véritable déclin du cinéma coréen dans ces années-là. Les spectateurs sont de moins en moins intéressés par voir des films à formule, toujours les mêmes histoires qui sont racontées, beaucoup d'histoires extrêmement nationalistes, voire propagandistes. Et c'est ainsi qu'entre 1969 et 1979, la fréquentation des salles va chuter de plus de 60%. Mais je dis toujours qu'en temps de crise, l'imagination des artistes est titillée et va tenter de trouver des nouvelles choses, tenter à se renouveler. Et entre autres, quelques tout petits films extrêmement rares qui arrivent quand même à contourner la censure et contester le pouvoir en place, eh bien, on va assister à un renouvellement, voire une invention de nouveaux genres, parmi lesquels les films de hôtesse de bar. Alors, qu'est-ce que c'est que ces films? Il faut savoir que dans les années 70, on assiste à une grande industrialisation et un véritable exode rural des populations de campagne vers les villes, attirées par l'odeur de l'argent et la réussite professionnelle. Parmi l'exode rural, évidemment les femmes malheureusement souvent la proie de réseaux mafieux. Et au lieu de trouver un vrai job, elles vont se retrouver au mieux hôtesses de bar, au pire prostituées. Eh bien, ça va créer un véritable nouveau courant littéraire, des histoires de hôtesses de bar qui racontent des histoires de pauvres malheureuses qui vont finir prostituées et qui vont ainsi donner naissance à un genre cinématographique avec un premier film, le meilleur d'ailleurs, Yeongja Heydays, tourné en 1975. Un film qui raconte exactement l'histoire de ce que je décrivais par rapport à la réalité. L'arrivée dans la ville d'une femme de la campagne qui va se retrouver domestique, qui va être abusée sexuellement, qui va enchaîner des petits boulots et qui va finir dans la prostitution. Un film pas très drôle, avec des moments foncièrement mélodramatiques, là encore genre phare du cinéma coréen jusque-là, mais qui, de plus est, pimenté des séquences
Cookin, qui faisait le buzz à l'époque et attirait fort nombreux les spectateurs dans les salles. 그때 왜 날 자기 것으로 만들어버리지 그랬어? 내 뺨을 때린 건 누군데? Des séquences coquines, enfin tout reste relatif par rapport à un cinéma occidental des mêmes années. Mais comment est-ce que c'était possible sous une censure assez forte que je n'arrête pas de souligner? Eh bien là, il y a un véritable phénomène que j'ai pu observer dans différents pays à peu près à la même époque et qui était sous un même régime fort, pour ne pas dire de la dictature, comme par exemple les Philippines ou l'Indonésie, où il y a eu un essor de même type de film, avec le même type d'histoire notamment, et des séquences assez coquines, ou alors au contraire extrêmement violentes. Et en faisant pas mal de recherches, eh bien, j'ai appris que s'il y avait une forte motion de censure d'un côté, notamment dans tout ce qui était idées politiques et contestataires, eh bien, il y avait un relâchement de l'autre par rapport à la sexualité et la violence, parce que le pouvoir en place voulait que le cinéma serve d'exutoire pour un peuple, et notamment les hommes, qui refoulaient énormément en eux, contenaient une certaine violence et trouvaient une sorte de libération d'expression par le fait d'aller voir ces films sur le grand écran. En revanche, c'était des films qui dissuadaient de plus en plus les familles d'aller au cinéma ou les femmes seules pour voir ce type de films. Et donc, on assiste inexorablement au déclin du cinéma coréen jusqu'à atteindre l'un de ses plus bas niveaux en 1979. 1979 qui marque également la fin du règne du général Park, tué d'une balle dans la tête par son bras droit et directeur des renseignements. On va assister à l'avènement de la Ve République, une véritable période transitionnelle vers la démocratisation entre 79 et 89. Concrètement, par rapport au cinéma, ça va se traduire par un relâchement de la censure dans un premier temps, par une punition des grands studios qui détenaient le monopole sous l'ancien régime du général Park, et au contraire une incitation à des petites et moyennes sociétés de production à refaire des films pour le cinéma. Et en 1986, une décision qui paraissait bien sur le papier, mais qui s'est avérée une véritable catastrophe, c'était l'ouverture de l'importation de films étrangers, et notamment américains. 86-87, l'année de sortie de Rain Man, Piège de cristal, L'Arme fatale 1, Crocodile Dundee 2, Rambo 3, bref, des véritables blockbusters qui venaient à bout, qui trustaient le haut du box-office et qui ont totalement écrabouillé le cinéma coréen, qui n'était pas du tout populaire à l'époque. Une instauration de quotas qui obligeait les salles à montrer des films coréens 146 jours par an à l'époque n'a aidé en rien. À la fin des années 80, la part de marché des films coréens est à 16%, le niveau le plus bas depuis la naissance du cinéma en Corée. Comme je vous le disais avant, dans les périodes de crise, il y a toujours des petites fleurs à naître et à éclore. Et là, j'aimerais montrer un extrait de film pas du tout connu, qui n'a pas du tout bien marché à la sortie. Je me fais plaisir, c'est pour moi l'un des chefs-d'œuvre du cinéma coréen des années 90. Road to Racetrack. 그렇게 말을 못 하겠으면 내가 물어봐 줄까? Pourquoi j'aimerais vous le montrer? Eh bien parce que c'est encore l'adaptation d'un roman extrêmement populaire, écrit par un jeune auteur qui a révolutionné la littérature moderne à l'époque, quelqu'un qui a étudié pendant 7 ans en France, à Poitiers et à Limoges, et qui, de par sa distanciation par rapport à son propre pays, s'est focalisé justement sur tout le dysfonctionnement, tout le travers de la société, et qui les a traduits par une série de 4 romans, tous avec le terme racetrack dans le titre, et qui étaient en très gros:
beaucoup de bavardage, mais bavardage entre personnes assez simples, assez ordinaires, qui en disaient très long sur la société coréenne. C'est ainsi que Road to Racetrack est quasiment 2 heures de bavardage, non pas devant des verres de soju, mais devant des tasses de thé et de café. Mais en tout cas, un film qui préfigure de plusieurs années le cinéma d'art et essai, et notamment celui de Hong Sang-soo. Hong Sang-soo qui s'est beaucoup inspiré de ces films et que j'avais donc envie de vous montrer par rapport à des choses qui se faisaient à l'époque. 제가 결혼하자고 한 건 최근이에요. Les débuts des années 90 qui a amené au renouveau du cinéma coréen des années 96 et 97. Or, le renouveau ne s'est pas fait comme ça, d'un coup de baguette magique du jour au lendemain. Non, en fait, il s'est construit tout au long des années. Parce que, en fait, le gouvernement coréen a pensé l'industrie cinématographique comme une véritable économie et a cherché les moyens de la relancer, mais avec des plans à long terme, ce qui est extrêmement rare, voire un cas unique en Asie, surtout durant ces années-là. On m'a raconté que dès la fin des années 80, il y avait des véritables délégations de dizaines de personnes à arriver au Festival de Cannes, à voir un maximum de films, à rencontrer un maximum de professionnels pour essayer de comprendre toutes les ficelles et les ressorts du système et notamment s'inspirer du CNC, le Centre national de la cinématographie et de l'image animée français. Et c'est ce qu'ils vont faire. Ils vont reprendre la Korean Motion Picture, vous savez l'institution créée en 1973 pour contrôler le cinéma et qui était toujours en place en Corée dans ces années-là. Mais ils vont totalement repenser le modèle, le rebaptiser le KOFIC et appliquer ce que fait le CNC par chez nous. Entre autres, prélever une certaine somme d'argent sur chaque ticket de cinéma vendu pour le réinjecter dans la production de futurs films à se faire. Ils vont créer énormément d'ateliers et des résidences d'artistes pour accompagner et former des jeunes et nouveaux talents. Ils vont également assurer la promotion des films coréens dans la sélection festivalière mondiale. C'est ainsi qu'au bout de plusieurs années, qu'on va enfin arriver au renouveau en 96-97 en formant toute une nouvelle génération de réalisateurs au début des années 90. Eh bien, on va arriver en 96-97 à leur premier film. 96 qui marque également la création du prestigieux Festival de Busan, au jour d'aujourd'hui le plus grand festival des cinémas asiatiques, et qui, pour sa première édition, a montré beaucoup de films de l'étranger, permettant à des jeunes Coréens de découvrir un cinéma mondial et à donner naissance à une future génération de réalisateurs. Mais elle avait également sélectionné tout un tas de premiers films, de jeunes premiers, parmi lesquels Hong Sang-soo, Kim Ki-duk ou plus tard Lee Chang-dong, tous repérés à cette première édition du Festival de Busan et qui ont fait le tour des festivals du monde entier, lançant ainsi le renouveau du cinéma plutôt indépendant art et essai coréen. Mais à un niveau plus local, eh bien, le cinéma commercial va également redémarrer, notamment avec le méga succès de Shiri en 1999. Un film qui va attirer dans les salles plus de 6 millions de spectateurs, déboulonnant ainsi le champion à cette époque qui était Titanic avec 4,3 millions de spectateurs, mais surtout qui va redonner confiance à des grandes sociétés de production à produire ce qu'on peut appeler des blockbusters. Et c'est ainsi que chaque année, on va exploser le record de fréquentation sur quelques blockbusters à sortir dans les salles obscures coréennes. Friends l'année suivante avec 8 millions d'entrées, Silmido 11 millions d'entrées, Frères d'armes 12 millions d'entrées et ça va crescendo tout au long des années, relançant véritablement l'industrie cinématographique.
Alors pourquoi et comment le succès de ces grands studios, et notamment des blockbusters? Eh bien, il faut savoir que l'industrie cinématographique, au cours des années 90, et surtout après le krach boursier de 97, va se réorganiser avec, on va dire, grosso modo, 5 grands studios qui vont régner sur l'industrie dans ces années-là. Ces 5 grands studios faisaient partie de Schaebol, vous savez, le conglomérat d'entreprises, une espèce de réseau tentaculaire de beaucoup d'entreprises dans différentes zones d'activité. Et les grands studios se sont inspirés de l'exemple des réussites de Samsung, qui au début des années 90 était encore impliqué dans le cinéma et qui avait signé un succès, l'un des rares de l'époque, Marriage Story, en supervisant toutes les étapes de par le biais de leurs différentes entreprises, de la fabrication jusqu'à la production et la sortie en salle. Samsung s'étant retiré du cinéma, ce sont donc d'autres studios qui vont suivre le même type d'exemple. Et en très gros, en fait, ces studios, eh bien, ils vont vraiment suivre un film des débuts jusqu'à la fin. Ils vont avoir des agences de casting qui vont repérer des talents, vont les prendre sous contrat, vont assurer toute la production du film, avoir leur propre studio de post-production, sortir leur film dans leur propre salle de cinéma avant de le vendre sous forme de DVD par leurs propres éditions, société d'édition de DVD. Ils vont même aller jusqu'à assurer les produits dérivés de leurs films de par le biais de leur société de textile, de produits de beauté, etc., etc. Tout au long des années 2000 et 2010, eh bien, ils vont créer de plus en plus de passerelles avec l'industrie de la musique et de la télévision. Et il n'est donc pas rare qu'un jeune candidat de The Voice coréen va se retrouver à la tête d'une série télé extrêmement populaire qui va se retrouver adaptée sur le grand écran, quelque chose qui ne pourrait jamais arriver en France, mais en tout cas qui assure un maximum de profit et de rentabilité et de succès populaire à ces sociétés et qui vont assurer le succès tout au long des années 2000 et 2010. Un autre atout et une autre clé de réussite par rapport au cinéma coréen dans les années 2000 et 2010, c'est l'attention portée à un marché international. Avec les films qui circulent dans les festivals, tout d'abord d'art et essai, mais plus tard aussi plutôt de commerciaux, eh bien, les producteurs coréens vont fleurer les opportunités sur le marché, et notamment après le succès de Old Boy et de quelques autres polars. Ils vont voir qu'il y a une véritable demande sur le marché international de polars noirs et ultra-violents qui va devenir l'une des marques repérables par rapport au cinéma coréen. Ils vont produire massivement ce type de film. Alors attention, autant il y a pas mal de succès, il y a actuellement beaucoup de ces polars noirs et violents sur Netflix, autant ce n'est pas un genre parmi les plus favoris des spectateurs là-bas, c'est plutôt un genre de film pensé pour un marché international. Il y a notamment l'exemple plus récemment du flic voyou et le diable, qui s'est retrouvé en présélection, ou en sélection plutôt, des séances de mini de Cannes il y a 2 ans, juste sur le buzz et parce que c'était le dernier polar noir à venir de la Corée et qui a été prévendu dans plus de 200 pays du monde avant même sa première projection et dont les droits des remakes ont été pris par Sylvester Stallone. Un film qui a très moyennement marché dans les cinémas coréens, et pour cause, le film n'est pas très bon, mais qui a assuré un maximum de rentabilité et de retour sur bénéfice à ses producteurs. Une autre clé de succès, c'est la vigilance apportée par rapport aux nouveaux talents en Corée. Il faut savoir qu'au jour d'aujourd'hui, la Corée compte parmi les meilleures écoles de cinéma au monde.
Et non seulement par rapport à l'éducation qui est prodiguée, mais surtout par rapport à la mise à disposition du matériel, un matériel flambant neuf, en grande quantité, qui permet aux étudiants véritablement toucher et pouvoir assurer des tournages. Or, la plupart de ces équipements sont fournis par les grands studios de cinéma qui investissent quelque part dans le futur talent, qui vont avoir un droit de regard sur tous les films de fin d'études qui vont être tournés, qui vont prendre le meilleur film d'études pour les promouvoir sur un circuit festivalier international et qui vont repérer des talents, des réalisateurs qui n'auraient peut-être pas tourné un très bon film ou pas assez bon pour faire la tournée des festivals du monde, mais qui ont une certaine capacité à pouvoir assumer un film. Et c'est ainsi que beaucoup de premiers films en Corée, au jour d'aujourd'hui, sont donnés à des jeunes promus des écoles de cinéma et qui ont été repérés par ces studios. Jeunes promus qui ne coûtent pas bien cher, qui sont extrêmement malléables et qui font donc ce que de grands studios veulent. Et la dernière clé de réussite du cinéma coréen au cours des années 2000 et 2010, c'est le fort investissement dans les effets spéciaux pour être en compétition, pour pouvoir concourir face aux blockbusters américains. Eh bien, ils ont rapidement l'idée de s'améliorer en effets spéciaux pour assurer un maximum de divertissement. Ils vont être très rapidement à la pointe de la technologie en Asie et pouvoir intervenir sur d'autres films un peu partout dans le monde et ainsi s'assurer un retour sur investissement certain. Quid du cinéma coréen et de sa réussite en France ? Eh bien, tout au long des décennies, il n'y a pas eu de film coréen à sortir jusqu'en 1989, où une production foncièrement marginale et indépendante va se retrouver sélectionnée au Festival de Cannes. Pourquoi Bodhidharma est-il parti vers l'Orient ? C'est l'un des rares films à être sorti avant l'arrivée massive du renouveau au cinéma coréen aussi sur nos écrans, avec notamment les 2 prix glanés au Festival de Cannes, de Ivre de femmes et de peinture en 2002, qui sera un énorme succès populaire dans les salles, et Old Boy en 2003, qui va être un succès un peu moindre, mais qui va acquérir rapidement un statut culte, et notamment auprès d'un jeune public. Ces 2 films ont entraîné la sortie de beaucoup d'autres films dans les années à venir. C'est également l'âge d'or des DVD. Beaucoup de films coréens vont sortir directement en DVD, vont se retrouver très rapidement dans les bacs à 1 €, mais vont se vendre comme des petits pains, notamment grâce à leurs belles jaquettes et à leur surdose d'action et de violence par rapport à un public plus jeune. Ce sont également les années de l'explosion du téléchargement. Le renouveau du cinéma coréen est allé véritablement de pair, et c'est ainsi que toute une génération de jeunes qui traînent sur Internet pour faire des choses totalement illégales, comme télécharger des films, eh bien, vont découvrir et adorer les séries, les dramas coréens, ainsi que le cinéma. Et l'arrivée du cinéma coréen en France est allée de pair également avec ce qu'on appelle l'Hallyu. La vague coréenne a déferlé un peu partout dans le monde à un niveau culturel, avec des restaurants coréens à s'ouvrir un peu partout, avec la déferlante de la K-pop, la musique pop, ou le fameux Gangnam Style en 2012, qui contribue à la reconnaissance de la culture coréenne, et évidemment le succès des cinémas tout au long de ces années. On aura l'occasion d'en reparler lors d'une table ronde qui va être absolument passionnante par rapport à l'arrivée du cinéma coréen en France et la visibilité actuelle, avec l'interrogation: est-ce que le cinéma coréen est vraiment au top de nos jours, lorsqu'on sait qu'il n'y a que 6 films coréens à sortir sur le grand écran par rapport aux 136 films à se tourner là-bas chaque année. Le cinéma coréen au jour d'aujourd'hui, eh bien, il y a eu le virus, il y a eu le Covid-19. Donc la Corée est un peu au point mort, mais pas tant que ça, comme partout ailleurs dans le monde. Arrêt des tournages, salles fermées un certain temps, report des grosses sorties attendues
et un avenir plus ou moins incertain. À noter quand même que la Corée du Sud, qui était un cas exemplaire par rapport au traitement face au Covid, a rapidement réouvert les salles de cinéma, a osé sortir même des titres attendus et a fait des entrées tout à fait honorables. Plusieurs films durant l'été ont fait plus d'1 million d'entrées, ce dont les films français sortis cet été ne peuvent que rêver, dans le Blague de Toto ou autre tas pécho. Si on revient un peu en arrière, à la période d'avant le Covid, eh bien, le cinéma coréen se portait extrêmement bien. Je le disais, une 130aine de films à se tourner par an, une reconnaissance un peu partout dans le monde, voire un véritable engouement. Dans le petit bémol que moi, personnellement, je pourrais apporter, je dirais que qualitativement, le cinéma coréen n'est pas tout à fait au top par rapport à ce qu'on a pu voir il y a encore 10 ans en arrière. C'est-à-dire que le cinéma est arrivé à un tel niveau de suffisance qu'il manque un peu d'invention. Il est vraiment entre les mains des 5 grands studios qui vont produire beaucoup de films à formule, à succès répété, qui pensent savoir ce que le public veut voir. Et lorsqu'on analyse un peu le chiffre, on voit qu'il y a une certaine lassitude et que ça manque un peu de sang neuf. Et justement, ce que je disais aussi, dans le fait de repérer les talents au plus vite, eh bien, on tue peut-être la poule aux œufs d'or avant même qu'elle ait pondu. En fait, des nouveaux talents qui auraient pu s'exprimer totalement différemment si on ne leur avait pas confié un grand film commercial à tourner dès leur sortie de fin d'études, eh bien, auraient pu prendre un autre chemin. Et le cinéma d'art et essai indépendant n'aura jamais été aussi faible que ces 3-4 dernières années, tant au niveau quantité que qualité. Mais que tout cela ne nous empêche pas de bouder notre plaisir pour la beauté et la qualité véritable par rapport au cinéma coréen. Encore une fois, c'est un cinéma qu'il est absolument passionnant à découvrir au jour d'aujourd'hui, malgré les quelques bémols que j'ai pu vous donner, mais aussi par rapport au passé, avec cet incroyable patrimoine culturel que vous pourrez découvrir, redécouvrir, notamment par rapport au cycle de films qui est proposé ici dans les semaines à venir au Centre culturel coréen, ou alors par le biais de la plateforme sur YouTube Korean Film Archive, qui propose plus d'une centaine de films à regarder en toute légalité, gratuitement et avec des sous-titres anglais, parfois même français, du cinéma des années 30 jusqu'à nos jours. Et vraiment, il y a énormément de perles et de pépites qui sont un parfait complément par rapport au survol de l'histoire du cinéma coréen que j'ai pu vous proposer. Merci pour avoir suivi cette toute petite histoire du cinéma coréen, ce rapide survol. Et je vous incite évidemment vivement à approfondir certaines choses que j'ai pu expliciter et encore une fois à compléter par le visionnage des films coréens. Merci et à très bientôt, peut-être au 30 novembre par rapport à la table ronde sur la présence du cinéma coréen en France. À très bientôt.